Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Voyager, c'est partir à la découverte de l'autre et de soi. Animés par cette envie, Sabrina Messaël et Nicolas Auvigneur ont traversé une partie de l'Asie pendant presque 2 ans. Malgré les différences de culture et de langue, ils étaient bien déterminés à créer du lien avec les personnes rencontrées sur leur chemin. Les voyageurs Nicolas et Sabrina sont à mes côtés pour nous raconter comment le jeu les a aidés. Bonjour Sabrina. Bonjour. Bonjour Nicolas. Salut. Alors, ce que je vous propose pour vous présenter, c'est de nous dire quel était votre profil de voyageur et de joueur avant de vous être lancé dans ce voyage. Sabrina, est-ce que tu veux commencer ? Avec plaisir. Alors moi, en tant que voyageuse, je voyageais beaucoup toute seule. J'ai voyagé assez loin, donc notamment au Japon, au Canada, aux États-Unis. J'aimais beaucoup déjà voyager avant de faire ce grand voyage, mais je n'avais pas de voyage à long terme à mon actif. En termes de jeu, je suis une joueuse qui aime les histoires, qui aime les partages, qui aime les jeux qui nous font voyager effectivement, qui nous font interagir avec les autres joueurs, qui nous immergent un peu dans une ambiance particulière. Voilà, ça c'est un peu qui j'étais avant. D'accord, et c'était un peu en mode baroudeuse quand tu dis voyage seul ou c'était tout confort ? Je suis plutôt en baroude effectivement, à aller dormir chez les gens, à essayer de trouver les moyens de transport les plus longs et les moins efficaces. Voilà, plus vraiment sur l'intérêt de la route plutôt que de la destination en fait. Ça marche. Alors, Nicolas ? Bien moi, en fait, j'ai toujours eu envie de voyager et j'ai attendu longtemps pour ça, mais j'ai débuté fort puisque en fait mon idée c'était de voyager toujours sans date de retour. Le voyage à durée indéterminée comme on l'appelle. Et j'ai fait un premier voyage en fait en Amérique latine en 2011 pendant près de 2 ans et avec le jeu également, c'est ce qui a permis de commencer ma carrière de professionnel du jeu. Et ce voyage a été une telle réussite, une telle expérience fabuleuse que j'ai eu envie de réitérer l'expérience avec Sabrina en Asie. Là où j'avais finalement plein d'expériences avec des populations étrangères où tout le monde parle la même langue. Là, ça a été un petit peu la douche froide parce que du coup, personne ne parlait la même langue, on n'avait pas la même aisance. Mais du coup, c'était une grosse expérience aussi. Et en termes de profil de joueur, bah finalement, je suis un peu un joueur tout terrain. Moi, j'aime beaucoup un peu tous les jeux. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre des joueurs. J'aime bien le gros jeu, comme j'aime bien le petit jeu d'ambiance. Ça va vraiment dépendre du moment et des gens qui vont m'accompagner. Alors, d'après ce que je comprends, l'idée du voyage en Asie est venue de toi, Nicolas. C'était une sorte de défi. Tu as voulu faire quelque chose de plus dur ou de différent de ce que tu as pu vivre en Amérique latine ? Pas forcément plus dur, mais c'était de nouvelles cultures que je ne connaissais absolument pas. Et j'avais vraiment envie de découvrir le monde. Et puis, c'est vraiment toute cette richesse que j'avais déjà pu trouver dans un premier temps en Amérique latine, où j'avais envie de voir autre chose, parce que c'est quand même un autre monde, l'Asie, hein. Mmh. C'est déjà des pays qui ont été moins colonisés. Et du coup, bah, c'est ça, on a moins cette empreinte, j'ai envie de dire, occidentale. Et du coup, bah ouais, pour découvrir ces nouvelles cultures, le jeu était tellement fabuleux dans ma première expérience que je me suis dit pourquoi pas tenter le pari. Mmh. Et alors Sabrina, comment est-ce que tu t'es inscrite dans ce projet ? Alors déjà, j'ai complètement redimensionné la taille du voyage. Donc on est
on est passé de long terme à indéterminé. C'était très important pour moi de pas me dire on part d'office pour des mois et des mois, d'office pour des années. Et donc on s'est plutôt dit, en fait, on part, mais on ne sait pas quand on revient. Donc si ça se trouve, on revient dans 2 mois, et si ça se trouve, on revient dans 5 ans. Donc c'est un positionnement qui était important pour moi. Après, j'ai plus, ouais. Ce qui était intéressant pour moi, c'était plutôt le choix des destinations. Donc là, je pense que j'ai poussé beaucoup vers les pays que j'avais envie de découvrir et qui plaisaient aussi évidemment beaucoup à Nico. Et après, il n'y avait pas grand-chose à redire sur le fait de prendre des jeux avec. Donc j'ai évidemment été été très séduite par l'idée, surtout que c'était la deuxième fois que j'entendais parler d'un voyage avec des jeux, puisqu'en fait, juste avant de partir, on était animateur, formateur pour une ASBL, en fait, on l'est toujours, qui s'appelle Let's Play Together et qui a été fondée par Thibaut Quintence à la suite d'un voyage vers l'Asie aussi, avec des jeux dans son sac. Donc voilà, c'était une idée qui me plaisait d'expérimenter aussi, effectivement. Alors pour notre public français, ASBL, c'est association. Loi Et, 1901. voilà, c'est ça. Au-delà de la découverte de nouvelles cultures, est-ce que vous aviez fixé des objectifs à atteindre pour ce voyage? Alors on est parti avec effectivement une idée qui se basait beaucoup sur effectivement l'expérience que Nico avait eue en Amérique latine, c'est-à-dire de pouvoir proposer des ateliers jeux, des animations, voire des formations pendant notre voyage, de pouvoir être en contact avec des structures locales, parce que notre idée de voyage, surtout à long terme, c'était de se dire que on n'avait pas forcément envie de se balader dans un pays en étant un peu à l'extérieur, donc de visiter, mais plutôt de le vivre de l'intérieur. Et donc pour ça, on s'est dit, quoi de mieux que d'avoir un objet qu'on aime, hein, donc d'avoir des jeux et de pouvoir échanger à travers cette pratique, et donc de rencontrer des gens dans un contexte qui n'est pas une relation de touristes, de visiteurs, mais bien d'acteurs. Donc voilà, ça c'était notre objectif à la base. Moi, j'avais aussi un projet qui me tenait beaucoup à cœur, puisque j'ai commencé via Let's Play Together à organiser des ateliers création de jeux. Et je trouvais que de donner des outils pour permettre aux populations locales de créer leurs propres jeux, finalement, pouvait être très intéressant. Et du coup, c'est vraiment quelque chose où c'était dans mes postulats de base, avec au cœur de tout ça, finalement, le plaisir de jeu. Et puis on en reparlera peut-être avec toi à l'occasion. Dans un futur proche. Exactement. Et du coup, tu me parlais de structures locales, donc vous aviez préparé votre voyage en prenant contact avec des structures dans les différents pays que vous alliez traverser afin de proposer des animations, c'est ça? Et c'est là où on s'est fait avoir, qu'on n'avait pas beaucoup préparé et qu'on s'est dit que... alors, de nouveau, hein, par rapport à l'expérience de Nico, qui avait eu en fait accès à ces structures plus ou moins de manière organique, en rencontrant des gens chez qui il allait dormir et qui connaissaient quelqu'un qui était prof, assistant, éducateur, etc. Et donc il l'amenait jusque-là. Donc en fait, on était parti un peu de ce postulat-là qu'on allait les rencontrer un peu au petit bonheur la chance. Et donc on n'avait pas exactement préparé cet aspect-là, et grand mal nous en a pris, parce qu'au final, voilà, le contact n'a pas été aussi évident que prévu. D'accord. Et alors, le fait d'avoir emmené des jeux avec vous pour ce voyage, qu'est-ce que ça vous a apporté?
En fait, c'est déjà l'excuse, j'ai envie de dire, l'excuse d'aller partager avec les gens, de ne pas juste arriver en disant bon, voilà, on se rencontre, on parle pas forcément la même langue. Des fois, c'est un peu compliqué d'ailleurs pour se comprendre, et puis assez rapidement, on se retrouve un peu, on sait pas quoi dire ni comment le dire. Et là, on a une excuse vraiment pour aller vers les gens, pour leur proposer quelque chose, une activité qui va être commune. C'est aussi assez intéressant dans le sens où on va accéder à une partie qui est finalement assez intime chez les gens, puisqu'on va partager ce moment de jeu. Il y a cette notion de surprise en fait. Les gens sont surpris de nous voir arriver avec ça, et, et donc c'est créer vraiment ce lien à partir de juste l'excuse du jeu. Est-ce que tu as, par exemple, enfin justement, est-ce que tu as un exemple pour illustrer ça? Quelque chose une expérience que vous avez vécue? Moi, il y a une expérience que je garde énormément en tête. C'était au Tadjikistan, où on se retrouve dans un bus. Et bon, faut savoir que dans les pays en ce temps, en général, la deuxième langue, c'est le russe. Donc l'anglais est très peu pratiqué. C'est la troisième langue, mais bon, on voit tous comment on parle notre troisième langue. Et on rencontre dans le bus une jeune femme qui nous dit ah bah moi je reviens de mes cours, tout ça, est-ce que vous voulez venir dormir chez moi ce soir? On accepte volontiers, et là on se retrouve dans une famille de 6 personnes qui ne parlent absolument pas anglais. Cette jeune femme était la seule à parler anglais. Et donc, avec un peu ces sourires un peu crispés où on est là, on est content de se voir et en même temps, on sait pas trop quoi se dire. On voit que eux sont curieux de nous, qu'il y a une espèce de, on aimerait bien aller vers vous, mais pour vous dire quoi, dans quelle langue, de quelle manière, comment est-ce qu'on peut faire pour créer un moment ensemble, quoi. Voilà. Et là, on commence à sortir les jeux et il y a un réel émerveillement qui se lit dans le regard de chacun, qui est extrêmement volontaire, qui attendait justement ce biais, ce vecteur qui nous permet de communiquer ensemble, de vivre quelque chose ensemble. Et là, c'est fabuleux. On a passé une soirée géniale à jouer à, je sais plus, 5, 6, 7 jeux même peut-être, où ils ont demandé toujours plus, et il y avait un réel moment de partage. Et le fait d'avoir vécu vraiment cette ouverture, c'était quelque chose de fabuleux. Mhm. Et comment est-ce que vous aviez choisi les jeux que vous avez emmenés? Alors, on les a choisis avec des critères de poids. Évidemment, parce que c'était quand même la chose la plus lourde dans notre sac, même si on a fait attention. Avec des critères de maniabilité, donc évidemment de poids et de place. Donc les jeux de plateau, c'était pas possible. Et puis en termes d'accessibilité, donc au niveau de la langue, donc pas grand-chose d'écrit, et au niveau des règles, ainsi que au niveau des aspects culturels qui pouvaient entraver soit la compréhension, soit l'intérêt du jeu. Donc on est parti majoritairement avec des jeux de cartes, voilà, où il n'y avait rien d'écrit effectivement, et qui tenaient bien à la fois sur une table, mais aussi voilà, qu'on pouvait jouer dans la rue, qui ne nécessitait pas une mise en place très très compliquée. Mhm. Si on prend l'exemple là, de la famille au Tadjikistan, est-ce que vous avez sorti de votre sac les jeux que vous aviez, ou est-ce que vous vous êtes dit, tiens, celui-là, il pourrait peut-être marcher avec eux, ou est-ce que eux avaient, face aux jeux que vous leur proposez, un intérêt porté plus sur un jeu que sur d'autres? En fait, il y a un peu un mix des deux, c'est-à-dire que on sort un peu notre trousse à jeux qui est un peu une malle au trésor. On l'ouvre et puis on sort les jeux, et puis là, c'est un peu comme si c'était Noël, quoi. On en sort plein, et puis ils regardent un petit peu chaque matériel, chaque illustration. Ils se demandent à quoi ça peut bien servir,
bien être les règles qui sont associées. Et après, on va choisir forcément en fonction du moment, en fonction de, est-ce que on connaît pas, ils ont pas, enfin, on connaît pas du tout leur niveau en jeu, leur niveau de connaissance en jeu. Et du coup, on part vraiment sur des choses qui sont extrêmement simples pour après éventuellement passer à des jeux un petit peu plus complexes. Et ça va dépendre du nombre de personnes aussi, et voilà, de la situation dans laquelle on est à partir de l'âge aussi. On en avait qui étaient plus adaptés aux plus jeunes et d'autres qui nécessitaient un public un peu plus âgé. Mhm. Et comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il y ait cette attraction sur le jeu Est-ce que c'est des pays où ce n'est pas très répandu ou... Le jeu d'édition moderne, clairement non, sauf pour certains, on pense à l'Iran, qui malgré un blocus assez sévère a une proportion de nombre de barres à jeu assez impressionnant. Mais dans beaucoup de pays dans lesquels on était, l'accès aux jeux de société modernes n'est pas forcément très large. Donc il y a une espèce d'attrait du matériel, de la curiosité en fait par rapport au matériel en soi. Et puis il y a aussi le fait, même nous en tant que personne, déjà il y a cette interrogation, tu vois, qu'est-ce qu'ils font là? Comment ils sont arrivés chez nous? Quel a été le cheminement? Et du coup, tout ce qu'on pourrait dire, faire, penser, être, en fait, est une source de curiosité. Mhm. Oui, c'est vrai. Et déjà rien que ça, on amène finalement tout un tas de questionnements, tout un tas de ah mais tiens mais qu'est-ce que vous faites là? Mais comment ça se fait que vous êtes arrivé jusqu'ici? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelle est votre réalité? Pourquoi est-ce que tu fais 2 mètres? Voilà, des questions parfois basiques. Ok. Est-ce que tout le monde est grand comme ça chez vous? Non, parce que chez nous, pas du tout. Est-ce qu'il y a des jeux qui ont été plus populaires que d'autres lors de vos rencontres que vous avez faites? Alors, je pense qu'on en a un qui bat un peu tous les records et qui est le double, qui est tellement simple d'approche et qui marche vraiment en fait avec tous les publics. Il y a une frénésie qui se crée autour de ce jeu et qui fait que c'est impossible presque que c'était impossible presque pour n'importe qui à côté de ne pas se sentir happé par le jeu, voilà, que ce soit des plus âgés, des plus sérieux, des plus voilà, que sais-je, timide. Mais on voyait qu'il y avait une attraction terrible qui se crée autour de ce jeu, notamment. Ouais. Au niveau de la transmission de la règle, vu que vous ne partagiez pas une langue commune, comment est-ce que vous faisiez? La magie des gestes. Hein. Montrer, essayer, faire essayer, ouais, mimer, en gros. Ça se passait à peu près comme ça. Parfois avec quelques personnes qui parlaient quelques mots d'anglais, on arrivait à transmettre des concepts. Et ce qui permettait finalement de faire sens avec les mimes. Et c'est vrai que grâce à ça, ça nous a permis quand même de globalement réussir à transmettre, tout du moins, le cœur de la règle. Parfois, il y a des petites subtilités qui étaient compliquées, mais ça donnait des nouveaux jeux, c'était rigolo. Ouais, d'accord. Est-ce que vous avez aussi rencontré des jeux locaux, entre guillemets, des jeux que vous ne connaissiez pas encore? Alors qu'on connaissait pas encore, oui, mais certains qu'on connaissait aussi, parce que donc je remballe l'histoire, mais donc comme on était
on est animateur au sein de cette association, et que donc on avait déjà quelqu'un qui avait eu un attrait pour le voyage et les jeux. Il se fait qu'on a avec l'association une ludothèque assez fournie en jeux du monde. Et moi, par exemple, c'est un de mes dadas préférés. Donc on avait une certaine connaissance de certains jeux traditionnels, parce qu'évidemment il y en a au moins. Et donc on a retrouvé certains des jeux qu'on animait à l'époque en Europe pour des publics européens. On les a retrouvés en ambiance, et là on s'est rendu compte que évidemment c'était pas du tout pareil. Donc c'est-à-dire que toi tu arrives, tu penses que tu connais les règles du backgammon. En fait, bon, tu connais une certaine variante, tout va bien, tu penses que tu peux jouer au backgammon. Et en fait, tu te rends compte que la réalité, c'est complètement différent. Donc, pour donner un comparatif, c'est comme si tu me disais, tiens, viens, on va jouer au Monopoly. Moi, je me dis, ok, ça va, moi, je connais la règle. Mais par contre, pour avancer de chaque case, moi, je lance le dé, je dois compter le nombre de points qu'il y a sur les dés, et puis je dois y aller à la main pour me dire 1, 2, 3, 4, 5. Tandis que toi, au même moment, tu lances les dés et tu avances directement de 6. Ça, c'est un peu l'idée qu'on avait, nous, avec notre conception du backgammon, et en fait la réalité. Donc le niveau de maîtrise absolument incroyable qu'ils avaient avec ce jeu. Donc on a retrouvé des jeux qu'on connaissait et sur lesquels on s'est dit oui, non, mais ça va, je pense qu'on connaît. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'y connaissait rien, quoi. Il y avait une différence entre connaître les règles vraiment et pouvoir jouer à ce niveau-là. C'est vrai que pour le backgammon, il y a une expertise qui est il lance les dés et immédiatement il voit le coup le plus optimum. En fait, c'est du domaine de l'instinct. De l'instinct, voilà. Ils le savent, ils voient tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire. Alors que nous, on regarde sur chaque pion quelles sont les options qui s'offrent à nous. Est-ce que vous aviez quand même réussi à vous faire intégrer sur une table de jeu? Oh oui. Toujours un peu en fait, ça plaçait aussi les locaux comme des experts en fait dans leur jeu. Et du coup, ça permettait aussi de remettre un petit peu de partage, et pas juste de nous on arrive, on connaît et on transmet. C'est ah oui, moi je connais aussi et je transmets également auprès de toi qui viens me voir. Ça change un petit peu la posture, et c'est vrai que c'est très intéressant de voir, ils ont vraiment ce goût de nous faire découvrir. On l'a vu également en Iran avec les osselets, pareil, avec une expertise en termes d'osselets où ils jouent à une vitesse, mais alors c'est hallucinant. Et du coup, il y a vraiment ce plaisir de montrer à quel point ah oui, tiens, tu vois, moi aussi je connais des jeux et moi aussi je peux être très fort en jeu. Avec ce même positionnement, oui, ça va, ça a l'air facile. Tu lances les osselets, puis tu les récupères sur ta main, ça va aller. Quand toi tu le fais, ça a l'air facile, et waouh, la honte. Enfin bref. Et alors, tu parlais de surprises lorsque vous proposiez éventuellement de jouer à des jeux. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions auxquelles vous avez fait face lorsque vous proposiez de jouer, ou lorsque vous exprimiez votre souhait de vous intégrer à un de leurs jeux? Moi, je dirais l'enthousiasme. Il y a un côté, je parlais de surprise, il y a tout ce qui est associé finalement, l'émerveillement, face aux cartes, face aux illustrations, face à cette interrogation. Il y a vraiment ah tiens, c'est la malle au trésor et j'ai envie de découvrir. Vous avez jamais fait face à du refus, par exemple? On a fait face à de la timidité, voire à la méfiance, en fait. On voyait dans certains regards, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, jusqu'où ça va aller, en quoi ça va se transformer, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Voilà, il faut savoir que, évidemment, dans chaque culture, le jeu a une place différente. Et donc dans certaines cultures, c'est quelque chose qui est réservé aux enfants, ou réservé aux hommes, ou réservé au cadre familial,
ou c'est plutôt quelque chose qui se joue en bar avec de l'argent dans des conditions spécifiques. Et donc quand on va à l'encontre de cette idée du jeu, on a parfois une réaction qui dit non, je vais pas aller à la plage en ville, en fait ça a l'air bizarre en fait ton idée, ou je vais pas aller à la plage je sais pas moi avec mes chaussures de montagne, quoi. Tu me proposes un truc qui a pas l'air Qui est en adéquation finalement avec l'image qu'ils en ont. Et d'ailleurs, même moi je me souviens, on a été boire un coup dans un bar en Iran avec une amie qu'on avait rencontrée, une Iranienne, et le gérant nous a demandé de ranger nos jeux parce que le jeu a une connotation est interdit, le jeu d'argent est interdit en Iran, et tout de suite il y a une connotation de perversion qui accompagne le jeu. Parce qu'on jouait au dé, et donc on lui a dit mais on joue pas avec de l'argent, oui mais quand même c'est interdit. Et les cartes peur, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Et j'ai peur qu'il y ait une méprise et que donc non, pas de ça chez nous. Est-ce que vous étiez préparé à ça? Vous avez fait des recherches un petit peu sur la place du jeu dans la culture des différents pays que vous avez traversés? Eh bien, pas forcément. En fait, on avait envie de se laisser la surprise et puis de se confronter directement aux individus qu'on allait rencontrer, en fait. Vu que ça peut être pour chacun extrêmement différent, et c'est là où on reparle de l'Iran, mais il nous a beaucoup étonné parce que il y a une culture du jeu qui est assez importante, mais qui reste quand même très très marginale. Il y a beaucoup de barres à jeu et en même temps, c'est pas tout le monde qui y a accès. Et c'est vrai que de se mettre finalement face à cette surprise nous permettait aussi de pas arriver avec un a priori. Enfin, moi, c'était un petit peu ça que je cherchais, surtout. Même si de notre travail précédent, en fréquentant des publics très diversifiés, parce qu'à Bruxelles, on a vraiment des gens qui viennent de partout, on avait déjà l'idée que le jeu était considéré de manière différente selon les cultures, et que donc c'était un point d'attention à avoir même de manière générale, quoi. Qu'est-ce que ce serait un moment qui vous a particulièrement surpris dans votre voyage ou marqué? Alors personnellement, je reparle de l'Iran, c'est où on est arrivé dans un bar à jeux où on a découvert énormément de jeux très très modernes en fait, et de voir que finalement il y avait aussi un engouement, et c'est là où on a eu une opportunité pour la création de jeux. Du coup, on a pu faire un atelier finalement d'initiation à la création de jeux, et qui était extrêmement intéressant dans, je dirais, le niveau dans lesquels ils étaient. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une bonne connaissance ludique, ils arrivent à vraiment décomposer le jeu, pour eux c'est extrêmement clair dans leur tête, et le fait qu'ils aient un tel aboutissement finalement dans leur expérience de jeu m'a énormément surpris. Et j'ajouterais une autre expérience surprenante, c'est qu'on a passé un mois au Kyrgyzstan dans une famille d'accueil. Donc on faisait du volontariat pour le club de jeunes du village, et donc on logeait dans une des familles dont les enfants allaient à ce club de jeunes. Et donc on avait les deux filles plus âgées qui parlaient un petit peu anglais parce qu'elles faisaient donc ces cours au club, et le reste de la famille évidemment qui ne parlait pas un mot d'anglais. Et donc on a passé un mois là-bas avec eux, en arrivant évidemment comme un peu tout le monde pourrait se dire mais comment ça va se passer, comment est-ce qu'on va communiquer, comment est-ce qu'on va vivre un mois avec ces personnes qui sont d'une langue complètement différente et d'une culture, etc. Et c'était extrêmement surprenant et aussi très très réjouissant de se rendre compte que progressivement en fait on a réussi à happer un peu toute la famille, parce qu'au début en fait on jouait avec les filles, et puis on a progressivement eu la mère qui s'approchait doucement de la porte de la chambre, qui s'approchait
finalement de l'endroit où on jouait, qui finissait par jouer avec nous. Une fois un peu en l'attirant, une deuxième fois, et puis qui prenait vraiment ce rendez-vous avec nous. Donc on se retrouvait après manger, c'était l'heure d'aller jouer. Et après la mère, on a aussi eu la grand-mère, avec qui on a fini par jouer. Donc on s'est dit waouh, réussir à créer ça sans forcément partager la même langue ni même une histoire commune. On a été vraiment, même si on était déjà convaincus de l'attrait du jeu, on s'est dit waouh, en fait ça marche vraiment, quoi. Oui, d'instaurer vraiment le rituel. C'était vraiment devenu le rituel. On attendait le moment d'après-manger pour aller jouer. Ouais, super. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux futurs voyageurs qui nous écoutent? Je pense qu'on dirait en premier de construire un projet qui vraiment les intéresse en soi, parce que la mise en jeu, ça demande beaucoup de, comment dire, Ça ne va pas de soi. C'est-à-dire qu'on est un peu la locomotive qui permet de mettre en place le jeu. Donc, il faut vraiment être moteur et proactif par rapport à cette mise en jeu. Il faut se mettre en scène, il faut y aller avec un engouement qui est réel, mais qui parfois est aussi un peu exprimé de manière un peu exagérée, enfin, un peu plus forte. Donc ça demande un effort. Donc de vraiment le faire si c'est ce qu'on veut vivre. Moi, j'ai coutume de dire qu'il y a autant de façons de voyager que de voyageurs. Et un peu dans la même verve, quand on fait un voyage, faut qu'il nous ressemble, faut vraiment respirer ce voyage, faut être ce voyage. Et de la même façon avec les jeux, il faut vraiment prendre des jeux qu'on aime bien, parce qu'on va y jouer, y rejouer, y re-rejouer, on va les présenter. Faut vraiment être aussi dans l'ouverture, on joue pas forcément avec les règles, donc avec les bonnes règles en tout cas, les règles initiales. Donc ça, c'est pas un problème, avoir cette flexibilité et puis bien choisir ses jeux pour par rapport justement aux réticences qu'il peut y avoir par rapport à certains sujets, par rapport au contact physique par exemple. On avait pris notamment Animal Mystère, je ne sais pas si tu connais le jeu, mais l'idée c'est de dessiner des pas d'animaux dans le dos des gens. Donc là, il y a un contact physique. Et donc, faut avoir cette finesse finalement de se dire, pour nous, ça nous paraît rien, mais peut-être que pour l'autre, c'est quelque chose qui est très intrusif. Et donc d'arriver à sentir vraiment, avoir cette sensibilité de regarder d'écouter, de regarder, d'observer activement pour voir qu'est-ce qui va correspondre le mieux à la situation. Et être préparé au fait que tout le monde à peu près va vous demander de laisser vos jeux. Donc éventuellement penser à une solution de rechange. Une fois qu'on a suscité l'intérêt, c'est parfois très frustrant d'expliquer, de dire en fait j'en ai besoin pour continuer. Si je le laisse là, ça va ça va être dur. Donc éventuellement penser à des manières de le fabriquer, ou d'autres jeux à présenter qui peuvent être fabriqués. C'est ce qu'on a fait à plusieurs endroits. Sachant que c'est pas toujours une question de moyens, on peut rencontrer des personnes qui sont aisées, mais de là à s'acheter un jeu qui va venir d'Europe et qui va coûter le double à 30 € par exemple, parce qu'il faut le faire venir, c'est pas pour ça qu'ils ont les moyens de ça. Donc c'est vraiment, ils pourraient se l'acheter s'il était en vente dans leur pays, mais malheureusement il ne l'est pas. Donc c'est effectivement pouvoir proposer un certain nombre de choses qui peuvent pallier à ce type de problème. Ok, super. Alors vous êtes maintenant revenu à Bruxelles. Quel voyage ou projet avez-vous prévu? Bon, les voyages, c'est pas pour tout de suite, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors on a l'envie
d'aller dans les pays qui nous ont manqué sur cette fois-ci, parce qu'on est revenu du Sri Lanka. Et dans la liste des pays qu'on voulait vraiment encore voir, il y avait la Mongolie, le Japon et la Corée du Sud. Et la Chine aussi. Et la Chine. Donc, on penserait éventuellement à faire un petit tour par la Russie jusqu'à là-bas. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, ça c'était déjà un fantasme quand on était en voyage, c'était de travailler notre arabe pour aller faire la tournée des pays de langue arabe, puisqu'il y a 26 pays de langue arabe, et du coup d'aller découvrir toute cette partie-là finalement, qui nous tente aussi beaucoup. Bon, le fait c'est qu'on est revenu à cause du Covid et que bon, on reste un petit peu effectivement sur notre faim. mais ce n'est pas la suite de l'ancien voyage. C'est vraiment, on recommencera un voyage et on le replanifiera de façon différente. Éventuellement, de nouveau autour du jeu. Ah, il y a de grandes chances. Ok, super. Du coup, on arrive à la fin de l'échange. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que vous souhaitez, dont vous souhaitez parler avant qu'on raccroche? Non, moi ça me paraît. Après c'est l'idée c'est une expérience, donc j'ai envie de dire que chacun puisse trouver finalement peut-être une source d'inspiration s'ils ont envie de voyager comme ça. C'est vraiment vivez-le. Vivez-le, c'est quelque chose de fabuleux et il y a vraiment une grande richesse qui en ressort. Et comme tu le disais en introduction, les voyages, c'est à la découverte des autres, mais aussi à la découverte de soi-même. Et c'est vraiment une belle expérience que je recommande à tout le monde. Super, merci beaucoup Sabrina et Nicolas. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.